en 1513, alors que le monde était un brasier de guerres et de trahisons, un homme exilé écrivait dans l'obscurité de sa petite maison à Saint-Cyr-sur-Loire, Nicolas Machiavel, dépossédé de sa position, torturé par ses ennemis, éloigné du pouvoir qu'il avait tant étudié, découvrit quelque chose qui allait à jamais changer notre compréhension du leadership humain. Il n'écrivait pas sur comment conquérir des royaumes. Il écrivait sur quelque chose de beaucoup plus fondamental, quelque chose que la neuroscience moderne, 500 ans plus tard, confirmerait avec des scanners cérébraux et des études cliniques. Le véritable prix du pouvoir ne se paie ni avec de l'or, ni avec du sang. Il se paie avec la maîtrise absolue de soi-même. Cette révélation, enterrée entre les pages de ces manuscrits, a été ignorée pendant des siècles par des lecteurs superficiels. Aujourd'hui, enfin, la science nous permet de comprendre pourquoi Machiavel avait raison. La première bataille que vous devez gagner. Machiavel a observé pendant des décennies les princes d'Italie. Il a vu tomber les Borgia, les Sforza, les Médicis. Il a vu comment des hommes qui contrôlaient des armées entières perdaient tout en quelques semaines. Et il a trouvé un schéma qui se répétait, encore et encore. Ceux qui tombaient en premier étaient toujours les mêmes. Ce n'étaient pas les moins intelligents, ce n'étaient pas les moins ambitieux. C'étaient ceux qui n'avaient pas conquis leur propre intérieur avant d'essayer de conquérir le monde extérieur. N'est-ce pas là une vérité fondamentale, souvent négligée dans la quête du pouvoir? Une étude publiée dans le journal de la personnalité et de la psychologie sociale en 2024 confirme exactement ceci. Les chercheuses Sophie Dubois, Raphaël Lemieux et Pauline Girard ont découvert que le contrôle de soi est le facteur déterminant dans la façon dont nous percevons le pouvoir d'une personne. Dans cette expérience, avec près de 3500 participants, autant des étudiants que des professionnels adultes, elles ont trouvé quelque chose de révolutionnaire. Les personnes avec un haut niveau de contrôle de soi n'étaient pas seulement perçues comme plus puissantes. On leur confiait aussi le pouvoir avec plus de facilité. Machiavel l'avait compris 5 siècles plus tôt, sans besoin d'imagerie par résonance magnétique. Écoutez ceci avec attention. Le prince qui ne contrôle pas sa colère finira entouré de flatteurs qui craignent de parler. Celui qui ne contrôle pas son désir finira vulnérable à tout ennemi qui offre du plaisir. Celui qui ne contrôle pas sa peur finira paralysé quand il a le plus besoin d'agir. Imaginez un général de Gaulle cédant à ses impulsions. Quel aurait été le destin de la France, l'Engano de l'impulsivité? Pendant des siècles, nous avons idéalisé l'image du leader impulsif, le général qui charge sans penser, l'entrepreneur qui prend des décisions en quelques secondes, le politicien qui parle sans filtre. Pensez à Danton, à son éloquence fougueuse. Mais était-ce toujours une force? La recherche de Stanford sur la psychologie du pouvoir détruit ce mythe complètement. Le pouvoir, défini psychologiquement, est la capacité d'altérer la condition ou l'état mental d'une autre personne au moyen de la fourniture ou de la retenue de ressources. Ces ressources peuvent être de la nourriture, de l'argent, de la connaissance ou de l'affection. Mais voici le point crucial. Pour avoir la capacité de fournir ou de retenir stratégiquement n'importe quelle ressource, vous avez d'abord besoin de contrôle sur vous-même. Un leader qui ne peut pas contrôler quand il parle ne peut pas retenir de l'information stratégiquement. Un leader qui ne peut pas contrôler ses dépenses ne peut pas fournir des ressources stratégiquement. L'impulsivité n'est pas force, c'est faiblesse déguisée en énergie. Machiavel l'a exprimé avec une clarté brutale. Le prince doit être comme l'archer qui vise plus haut que ce qu'il veut atteindre, non pas parce qu'il désire manquer le tir, mais parce qu'il connaît la force de son arc et la résistance du vent. L'archer impulsif tire vite et manque. L'archer qui se domine lui-même, d'abord étudie son instrument, étudie le vent, étudie la distance, et ensuite, il tire une seule fois. Certainement, la neuroscience de l'autodominie.
Les études de neuroimagerie sur le machiavélisme ont révélé quelque chose de fascinant sur le cerveau humain. Les personnes qui obtiennent un score élevé en traits machiavéliques montrent une plus grande activité dans le cortex singulaire antérieur, la région cérébrale qui surveille le conflit cognitif et le jugement moral qui implique un conflit émotionnel. Cela signifie que les personnes stratégiquement réussies ne manquent pas d'émotions. Elles les expérimentent intensement. Mais elles ont développé la capacité neurologique de les traiter avant d'agir. N'est-ce pas une forme d'intelligence émotionnelle supérieure? Une analyse de morphométrie basée sur les voxels a montré que les personnes avec des traits stratégiques élevés présentent des changements dans le volume de matière grise dans les ganglions de la base, le cortex préfrontal, l'insula et l'hippocampe. Ce sont les régions liées à la régulation émotionnelle et au système de récompense. En termes simples, le cerveau peut s'entraîner pour l'autodominie. Ce n'est pas un don inné, c'est une habileté développée. Machiavel, sans accès à des scanners cérébraux, a compris ceci intuitivement. C'est pourquoi il insistait sur le fait que le prince doit étudier constamment. Il doit lire l'histoire. Il doit analyser les batailles passées. Il doit entraîner son esprit comme un soldat entraîne son corps. Chaque heure dédiée à l'étude est une heure d'entraînement pour le cortex préfrontal. Chaque décision analysée rétrospectivement renforce les connexions neuronales de l'autocontrôle. Voyez-vous le parallèle? Le COLT de ne pas payer le prix. L'histoire est pleine d'exemples d'hommes qui avaient tout, excepté la maîtrise sur eux-mêmes. Leurs chutes sont des leçons que Machiavel a étudiées méticuleusement. César Borgia avait tout, armée, argent, alliés, territoire. Son père était le pape. Sa sœur était stratégiquement mariée. Il semblait invincible. Les rois d'Europe le craignaient. Les cardinaux lui obéissaient. Les soldats mourraient pour lui sans hésiter. Machiavel l'a observé de près pendant des années. Il a voyagé à sa cour comme ambassadeur de Florence. Il a dîné avec lui. Il a observé ses décisions. Et il a vu sa faiblesse fondamentale cachée derrière toute cette magnificence. César n'avait pas dominé son intérieur. Son ambition était une flamme sans contrôle qui le consumait de l'intérieur. Sa cruauté était impulsive, non stratégique, née de la rage momentanée plus que du calcul froid. Sa confiance en lui-même frisait l'aveuglement total face à ses propres limitations. Machiavel nota comment César réagissait face aux contrariétés. Il explosait, il menaçait, il exécutait des subordonnés pour des erreurs mineures. Chaque réaction révélait plus de ses faiblesses à ceux qui observaient avec attention. Quand la fortune changea, quand son père mourut inopinément et que ses alliés l'abandonnèrent un par un, César n'avait aucun recours interne pour s'adapter. Il ne savait pas comment fonctionner sans la protection papale. Il ne savait pas comment négocier à partir d'une position de faiblesse. Il ne savait pas comment contrôler la panique qui l'envahissait. Il mourut à 31 ans. Oublié et défait dans une escarmouche mineure en Espagne, l'homme qui avait terrorisé l'Italie termina comme un cadavre anonyme sur un champ de bataille étranger. Comparez ceci avec Laurent de Médicis, à qui Machiavel dédiqua Le Prince. Laurent de Médicis a fait face à des complots, des assassinats, des guerres et des crises financières, et il a survécu à tout. La différence ne résidait pas dans ses ressources extérieures. Elle résidait dans sa capacité à maîtriser ses réactions intérieures. Laurent pouvait attendre quand d'autres se précipitaient. Il pouvait pardonner quand d'autres exigeaient une vengeance immédiate. Il pouvait montrer une faiblesse stratégique quand d'autres avaient besoin de démontrer constamment leur force. C'est le paradoxe que la science moderne confirme. Montrer de la maîtrise de soi ne vous fait pas paraître faible. Cela vous fait paraître puissant. Les chercheurs ont découvert que l'assertivité et la compétence émergeaient comme des médiateurs significatifs
dans la relation entre la maîtrise de soi et le pouvoir perçu, comme l'ont démontré Sophie Dubois, Raphaël Lemieux et Pauline Girard dans leurs études. Les trois batailles intérieures, Nicolas Machiavel identifiait trois domaines où le prince doit se conquérir lui-même avant de pouvoir conquérir les autres. Une véritable introspection. N'est-ce pas? La première bataille est contre la colère. La colère est la réponse automatique du cerveau face à la menace perçue. C'est utile quand vous affrontez un lion. C'est destructeur quand vous affrontez un rival politique. Le prince irascible révèle ses faiblesses. Chaque explosion de rage dit à ses ennemis exactement quel thème le déstabilise. Chaque insulte criée en public montre au monde qu'il peut être manipulé avec de simples provocations. Imaginez un homme politique comme Patrick Balkany, cédant à la colère. Machiavel conseillait que la vengeance, quand elle est nécessaire, doit être servie froide. Pas par romantisme, mais par stratégie. La vengeance chaude vous rend prévisible. La vengeance froide vous rend terrible. Les études de neuroimagerie montrent que les personnes stratégiquement efficaces expérimentent la même activation de l'amygdale que tout le monde face à une provocation. La différence réside dans ce qui se passe après. Leur cortex préfrontal intervient, traite l'émotion et sélectionne une réponse calculée. Un peu comme un joueur d'échecs qui anticipe les mouvements de son adversaire. La deuxième bataille est contre le désir. Machiavel a vu chuter d'innombrables hommes puissants à cause de leurs appétits incontrôlés, désir sexuel, désir de luxe, désir de reconnaissance immédiate. Pensez à Louis XIV et ses extravagances. Le problème du désir n'est pas moral, il est stratégique. Chaque désir que vous ne contrôlez pas est un levier que vos ennemis peuvent utiliser contre vous. Chaque plaisir dont vous avez désespérément besoin est une chaîne qui vous lie. Le prince doit pouvoir désirer intensément et en même temps être capable de renoncer à tout désir spécifique quand la stratégie l'exige. C'est la différence entre avoir des désirs et être esclave de ceux-ci. Une gymnastique mentale essentielle. La troisième bataille est contre la peur. La peur est l'émotion la plus dangereuse pour un leader. Non parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est contagieuse. Quand le prince montre sa peur, ses partisans la ressentent. Quand le général doute visiblement, son armée hésite. Quand l'entrepreneur panique, ses employés mettent à jour leur CV. Machiavel ne conseillait pas l'absence de peur. Ce serait de la stupidité. Il conseillait la maîtrise de la peur, la capacité de la sentir intérieurement tout en projetant le calme extérieurement. Un véritable défi de résilience. Les études sur la régulation émotionnelle dans les tâches de réévaluation cognitive montrent que les personnes stratégiquement efficaces utilisent des processus sémantico-perceptuels pour construire des interprétations alternatives des situations. En d'autres termes, il ne nie pas la peur, il la réinterprète. L'entraînement du dominio intérieur Machiavel proposait un régime d'entraînement mental que la psychologie moderne a validé complètement. Une stratégie bien avant l'heure. Le premier exercice est l'étude historique. Lire sur les échecs des autres entraîne le cerveau à reconnaître des schémas. Chaque histoire d'un leader tombé à cause de son manque de maîtrise de soi renforce les connexions neuronales qui inhibent l'impulsivité. Pensez aux biographies de grands leaders comme Charles de Gaulle. Le deuxième exercice est la simulation mentale. Machiavel conseillait au prince d'imaginer constamment des scénarios adverses. Que ferait-il si son allié le plus proche le trahissait? Comment répondrait-il s'il perdait la moitié de son territoire? Comment agirait-il si sa santé déclinait? Cette pratique, que nous appelons aujourd'hui visualisation ou répétition mentale, renforce les réponses préfrontales automatiques. Quand la crise réelle arrive, le cerveau a déjà pratiqué la réponse contrôlée, un peu comme un sportif de haut niveau qui visualise sa performance. Le troisième exercice est l'observation détachée. Machiavel passait des heures à observer les cours, les marchés, les places publiques. Il ne participait pas, il observait.
Il analysait les réactions émotionnelles des autres. Il identifiait leurs faiblesses. Cette pratique développe ce que les psychologues appellent la métacognition, la capacité d'observer ses propres processus mentaux. Quand vous pouvez observer votre colère surgir au lieu d'être simplement en colère, vous avez fait le premier pas vers la maîtrise. Le quatrième exercice est le retardement délibéré. Machiavel notait que les princes efficaces répondaient rarement immédiatement aux provocations. Ils demandaient du temps pour réfléchir. Ils promettaient une réponse pour le lendemain. Ils déléguaient la réponse initiale à des subordonnés pendant qu'ils traitaient de l'information. Ce retardement n'est pas de l'indécision, c'est de la stratégie. Chaque minute qui passe entre le stimulus et la réponse est une minute où le cortex préfrontal peut intervenir sur l'amygdale, un discernement crucial. La paradoja del desapego émotionnel. Les études sur le machiavélisme ont révélé un paradoxe fascinant. Les personnes stratégiquement efficaces ne sont pas froides émotionnellement. En fait, pendant les tâches de réévaluation cognitive, elles montrent une activation augmentée dans les régions cérébrales associées à la génération d'émotions, comme l'amygdale et l'insula. Cela signifie qu'elles ressentent intensément, mais elles ont développé la capacité de canaliser ces émotions au lieu d'être entraînées par celles-ci. Machiavel l'exprimait en disant que le prince doit être capable de ne pas être bon et savoir l'utiliser selon le besoin. Cela ne signifie pas que le prince doit être malveillant. Cela signifie qu'il doit avoir accès au spectre complet des réponses humaines et la capacité de sélectionner la réponse appropriée pour chaque situation. Un leader qui ne peut qu'être aimable est aussi limité qu'un leader qui ne peut qu'être cruel. La maîtrise intérieure signifie avoir toutes les options disponibles et la sagesse de choisir correctement. La recherche montre que ce détachement émotionnel contrôlé aide à la prise de décision avec un esprit froid, ce qui facilite l'influence sur les autres, non parce qu'elles manquent d'émotions, mais parce qu'elles ne sont pas contrôlées par celles-ci. Le precio real del poder. Maintenant, nous comprenons pourquoi Machiavel a intitulé son observation comme le prix du pouvoir. La maîtrise intérieure n'est pas gratuite. Elle requiert un travail constant, une vigilance perpétuelle et une honnêteté brutale avec soi-même. La plupart des gens préfèrent le confort de la réaction automatique. Il est plus facile d'exploser de colère que de traiter la provocation. Il est plus facile de céder au désir que de l'examiner. Il est plus facile de fuir la peur que de l'affronter. Le pouvoir a un prix. Et ce prix se paie d'abord dans la monnaie de la maîtrise de soi. Alors, êtes-vous prêt à payer le prix du pouvoir? Les chercheurs ont découvert que les individus qui ne parviennent pas à atteindre des objectifs ambitieux sont perçus comme moins puissants et moins aptes à occuper des postes à responsabilité, même si leurs performances sont équivalentes à celles de leurs pairs. Le facteur crucial dans la perception du pouvoir n'est pas la rapidité ou la lenteur des décisions, mais plutôt si les actions s'alignent sur les objectifs personnels, ce qui indique la maîtrise de soi. Cela signifie que la maîtrise de soi n'est pas seulement utile pour le pouvoir, elle est constitutive du pouvoir. On ne peut pas avoir de pouvoir réel sans elle. On peut avoir une position, un titre, des ressources, mais le pouvoir réel, la capacité d'influencer consistamment les autres, exige d'abord la capacité de s'influencer consistamment soi-même. Le piège du pouvoir externe sans pouvoir interne. Nicolas Machiavel a observé à plusieurs reprises des hommes qui atteignaient des positions de pouvoir sans avoir payé le prix de la maîtrise intérieure. Leur destin était toujours le même. Premièrement, le succès initial, le pouvoir externe, hérité ou conquis par des circonstances favorables, leur donnait l'illusion de compétence. Deuxièmement, la révélation des faiblesses, sans maîtrise de soi. Chaque décision sous pression révélait leur vulnérabilité. Leurs ennemis en prenaient note. Troisièmement,
la manipulation. Connaissant leurs faiblesses, les autres les manipulaient comme des marionnettes. Les flatteurs exploitaient leur vanité. Les ennemis provoquaient leur colère. Les opportunistes profitaient de leurs désirs. Quatrièmement, la chute. Lorsque les circonstances changeaient, lorsque la fortune cessait de les favoriser. Ils n'avaient pas les ressources internes nécessaires pour s'adapter. Ils tombaient rapidement et complètement. Ce schéma se répète aujourd'hui, exactement comme dans l'Italie de la Renaissance. Des directeurs qui grimpent les échelons grâce à des relations familiales et s'effondrent à la première crise. Des politiciens qui gagnent grâce à leur charisme et perdent à cause d'un scandale, comme l'affaire Cahuzac. Des entrepreneurs qui héritent de fortunes et les détruisent à cause de pulsions incontrôlées. Pensez à certains héritiers de grandes familles. La position sans maîtrise de soi est une sentence de mort différée, une bombe à retardement. Le chemin de la maîtrise progressive. Nicolas Machiavel ne s'attendait pas à une perfection immédiate. Il comprenait que la maîtrise intérieure est un processus, pas un événement. Le premier niveau est la conscience. Simplement remarquez quand les émotions influencent vos décisions. La plupart des gens fonctionnent en pilote automatique, réagissant sans même savoir qu'ils réagissent. Est-ce votre cas? Le deuxième niveau est la pause. Créez un espace entre le stimulus et la réponse. Cet espace peut être de quelques secondes initialement, puis de minutes, puis d'heures. Dans cet espace vit le choix. Le troisième niveau est l'analyse. Utilisez cet espace pour examiner l'émotion. D'où elle vient, ce qu'elle recherche, quelles conséquences aurait le fait d'agir à partir d'elle, quelles alternatives existent. Le quatrième niveau est le choix conscient. Sélectionnez la réponse qui sert le mieux vos objectifs à long terme. Indépendamment de ce que l'émotion immédiate exige, le cinquième niveau est l'automatisation. Avec suffisamment de pratique, les réponses contrôlées deviennent aussi automatiques qu'étaient auparavant les réactions impulsives. La maîtrise de soi devient une seconde nature. Nicolas Machiavel passait par ces niveaux consciemment chaque fois qu'il était confronté à une situation difficile. Ses lettres diplomatiques montrent des preuves de multiples brouillons, de réponses écrites et non envoyées, de décisions retardées jusqu'à atteindre la clarté. La récompense du prix payé. Pour ceux qui perdent le prix, Nicolas Machiavel promettait des récompenses spécifiques. La première récompense est l'imprévisibilité. L'homme dominé par ses émotions est complètement prévisible. L'homme qui domine ses émotions peut choisir n'importe quelle réponse. Cette imprévisibilité est un avantage stratégique massif. La deuxième récompense est la résistance à la manipulation. Si vous contrôlez vos propres réactions, personne ne peut les utiliser contre vous. Les provocateurs échouent. Les flatteurs sont détectés. Les manipulateurs perdent leur pouvoir. La troisième récompense est la clarté mentale. Les émotions incontrôlées obscurcissent le jugement. La maîtrise de soi dissipe le brouillard. Vous voyez les situations telles qu'elles sont, pas comme vos peurs ou vos désirs les peignent. La quatrième récompense est la confiance des autres. La recherche confirme que les gens accordent plus de pouvoir à ceux qui démontrent la maîtrise de soi. Ils perçoivent l'assurance et la compétence là où d'autres ne voient que de la retenue. La cinquième récompense est la longévité. Les princes impulsifs brûlèrent brillamment et brièvement. Les princes avec maîtrise de soi duraient des décennies dans la politique, dans les affaires, dans n'importe quelle arène compétitive. La durée compte. L'application à l'ère moderne. Les principes de Nicolas Machiavel n'ont pas vieilli. Ils sont devenus plus pertinents que jamais dans notre ère hyper connectée, à l'ère des réseaux sociaux, où chaque réaction impulsive est enregistrée de façon permanente et peut être partagée des millions de fois en quelques heures. La maîtrise de soi est plus critique que jamais. Un tweet furieux peut détruire des carrières construites pendant des décennies.
Un commentaire irréfléchi dans un moment de faiblesse peut ruiner des réputations qui ont coûté toute une vie à édifier. Une vidéo d'une réaction émotionnelle peut définir la perception publique d'une personne pour toujours. Nicolas Machiavel aurait parfaitement compris ce nouveau champ de bataille. Il aurait vu comment les algorithmes amplifient les réactions émotionnelles. Il aurait remarqué comment les ennemis modernes provoquent délibérément pour capturer des moments de faiblesse. Il aurait conseillé le même retard délibéré qu'il conseillait aux princes de la Renaissance, mais maintenant appliqué avant d'appuyer sur le bouton de publication, à l'ère de l'information, où chaque faiblesse peut être recherchée et exploitée avec des ressources minimales. La maîtrise de soi est une armure essentielle. Les ennemis modernes n'ont pas besoin d'espions dans votre cour. Ils n'ont pas besoin de pots de vin ni d'infiltrés. Ils ont seulement besoin d'observer vos schémas de réaction publique pendant suffisamment longtemps. Vos réseaux sociaux révèlent vos peurs. Vos achats révèlent vos désirs. Vos réactions publiques révèlent exactement comment vous provoquer. À l'ère de la distraction, où chaque désir peut être satisfait instantanément en un clic. La maîtrise de soi est la seule défense contre la fragmentation de l'attention. Les applications sont conçues par des psychologues pour exploiter vos faiblesses. Chaque notification est une épreuve de votre maîtrise de soi. Chaque scroll infini est une bataille contre votre capacité à vous concentrer. Le prince moderne, qui ne peut pas contrôler sa consommation de contenu, ne peut contrôler rien d'autre de significatif. Si vous ne pouvez pas décider quand arrêter de regarder un écran, comment pourrez-vous décider quand agir dans une crise? Si vous ne pouvez pas résister à une notification, comment résisterez-vous à une provocation réelle? Nicolas Machiavel écrivait pour des princes qui gouvernaient des cités-États avec des milliers de sujets. Mais ces conseils s'appliquent également à quiconque recherche de l'influence dans son domaine. Qu'il s'agisse d'une entreprise avec des employés, d'une famille avec des enfants, d'une association avec des membres, ou simplement de votre propre vie avec ses multiples responsabilités. La taille du royaume est irrelevante. Les principes de la maîtrise intérieure sont universels. Le moment de la décision. Nous arrivons au point où la connaissance doit se transformer en action. Vous avez entendu dire que la maîtrise de soi est le prix du pouvoir. Vous en avez vu les preuves scientifiques. Vous avez compris les mécanismes neurologiques. Maintenant, vous devez décider si vous paierez le prix. La plupart ne le feront pas. Il est plus confortable de continuer à réagir automatiquement. Il est plus facile de blâmer les circonstances pour les échecs que d'examiner ses propres faiblesses. Mais vous êtes ici, à écouter ceci. Cela suggère que quelque chose en vous recherche plus que la médiocrité confortable. Nicolas Machiavel a laissé des instructions claires pour celui qui décide de payer le prix. Commencez aujourd'hui, pas demain, pas lorsque les conditions seront parfaites. Aujourd'hui, identifiez votre bataille intérieure la plus urgente, la colère, le désir ou la peur. Lequel de ces trois vous contrôle le plus fréquemment? Lequel a causé vos pires décisions? Lequel vos ennemis pourraient exploiter le plus facilement? C'est votre première conquête. N'essayez pas de tout dominer simultanément. Conquérez un territoire intérieur avant de passer au suivant. Établissez une pratique quotidienne d'observation. 5 minutes chaque soir à revoir vos réactions de la journée. Où avez-vous perdu le contrôle? Où l'avez-vous maintenu? Que pouvez-vous apprendre des deux? Cherchez un miroir honnête. Quelqu'un qui vous dira quand vous êtes contrôlé par vos émotions au lieu de les contrôler. Nicolas Machiavel avait Francesco Vettori. Vous avez besoin du vôtre. Peut-être un ami comme Antoine ou une collègue comme Sophie qui n'hésitera pas à vous dire les vérités, parfois difficiles à entendre, et finalement, accepter que vous échouerez. La maîtrise intérieure n'est pas la perfection. C'est une pratique constante. Chaque échec est une information. Chaque rechute est une opportunité d'apprendre. Le seul VRAI échec est d'abandonner la tentative.
l'héritage de Machiavel. 500 ans après que Nicolas Machiavel ait écrit dans son exil, ces mots résonnent avec une nouvelle urgence. La science a confirmé ce qu'il a intuité, l'histoire a validé ce qu'il a prédit. Le pouvoir réel commence à l'intérieur. Il en a toujours été ainsi. Il en sera toujours ainsi. Ceux qui dominent le monde extérieur sans avoir maîtrisé leur intérieur construisent sur du sable. Ceux qui paient d'abord le prix de la maîtrise de soi construisent sur le roc. Nicolas Machiavel n'a jamais récupéré sa position de pouvoir. Il est mort relativement pauvre et oublié. Mais ses idées ont conquis le monde d'une manière qu'aucune armée ne pourrait. Et ces idées commencent et se terminent au même endroit. Dominer l'interne avant l'externe. Payez le prix du pouvoir avant de le rechercher. Conquérez d'abord le seul territoire que vous pouvez véritablement posséder, votre propre être. C'est l'héritage de Machiavel. Non pas comment gagner des batailles, mais comment mériter la victoire. Non pas comment prendre le pouvoir, mais comment le soutenir. Non pas comment dominer les autres, mais comment éviter d'être dominé par vous-même. Le prix du pouvoir est clair. La question est de savoir si vous êtes prêt à le payer. Êtes-vous prêt à l'introspection, à la clairvoyance, à la résilience, à la stratégie et au discernement?